Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Ici Ursula pour une nouvelle incroyable édition du Salon du Livre 2022. Alors vous le savez, c'est un événement merveilleux et de rencontre en fait pour redécouvrir, rencontrer, échanger avec nos auteurs, nos écrivains, nos talents, nos entrepreneurs, mais aussi nos restaurateurs. Alors c'est un rendez-vous du 26 au 28 août 2022 au Parc Lansdowne à Ottawa. C'est cette fin de semaine. Alors écrivez sur vos agendas, retenez cette date, on vous attend très nombreux pour rencontrer tous nos talents et surtout célébrer la culture littéraire au Canada. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre édition Monsieur Guy Dubois, qui est surintendant au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Bonjour Monsieur Dubois, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Vous-même? Ça va très bien, merci de demander. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous, justement dans ce cadre du Salon du Livre d'Ottawa. Alors, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, c'est une institution éducative franco-ontarienne qui regroupe justement l'ensemble des écoles et collèges catholiques francophones du Centre-Est de la province de l'Ontario. Pouvez-vous nous présenter justement un peu plus en détail le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ainsi que sa mission? Excellent, oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Le Conseil des catholiques du Centre-Est s'étend sur une large superficie de la province de l'Ontario, partant de Trenton, Kingston, Brockville jusqu'à Pembroke, évidemment Ottawa, puis jusque sur la frontière là, de l'Est ontarien, ce qui est environ là, juste avant Rockland. Donc, une très grande superficie sur laquelle nous avons un total de 59 écoles, dont 45 écoles élémentaires, 14 écoles secondaires. Et puis, nous avons également là, une école virtuelle qui a vu sa naissance il y a quelques 2 ans en raison de la pandémie, mais c'était quand même prévu dans la planification. Donc, on poursuit avec l'école virtuelle. Et de plus, on est très fiers d'avoir notre école pour adultes qui connaît beaucoup aussi de succès dans sa mission. Donc, on est le plus grand conseil francophone à l'extérieur du Québec, au Canada. Toujours en croissance. On frôle le 26 000 élèves, donc on est très fiers d'être en croissance. C'est en raison du fait qu'on offre quand même de très bons programmes, une bonne éducation catholique autour des valeurs catholiques, puis francophone. Évidemment, dans un milieu minoritaire, mais je vous dirais, grâce à notre personnel qui est très compétent et convaincu aussi de la mission francophone de notre conseil, on vient à bout d'assurer la pérennité de la langue au sein de nos écoles. À part ça, on est un conseil quand même qui accueille une variété de gens de partout au monde. On pourrait dire là, on a environ 110 pays de représentés au sein de nos écoles, ce qui fait que la diversité, c'est une très grande richesse au sein de nos écoles. On en est très fiers. Ce qui fait en sorte aussi que l'accueil est très important chez nous, tant au conseil, je vous dirais au siège social, que dans chacune de nos écoles. On est très fiers de pouvoir accueillir des gens de partout euh, dans un, euh, dans un souci de bienveillance et de respect. Aussi, là, je vous dirais, ce qui fait la force chez nous, c'est la variété des programmes. Puis comment on engage nos élèves dans leur apprentissage par des programmes innovants, par exemple, toutes les classes en nature qu'on a développées avec les petits, les tout petits, pour leur apprendre le vocabulaire, les mathématiques, la science. Vous savez, chez les plus petits, on apprend en jouant. Puis quand on jumelle ces deux-là ensemble, ça fait des apprentissages durables qui collent, on va dire. Puis ça permet aux élèves de développer leur vocabulaire, puis francisation et tout et tout. Donc, c'est ça. Ça décrit un peu là, notre conseil. On est très fiers aussi d'être reconnus pour nos efforts et puis nos initiatives point de vue écologique. Donc, nos écoles, on a plusieurs écoles qui sont certifiées éco-écoles, ce qui veut dire qu'ils rencontrent un certain degré ou niveau sur des critères pour être certifiées éco-écoles, donc par rapport au développement durable.
Donc, plusieurs initiatives de ce côté-là. Puis, on en est très fiers aussi là, d'être parmi là, les écoles qui accueillent le plus d'élèves en ce moment ukrainiens et autres qui arrivent là, de pays où ça va moins bien. Donc, c'est ça, ça fait un peu le tour. Je pourrais vous parler un petit peu plus tard de notre succès là, par rapport à nos résultats, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Ben non, mais écoutez, on vous écoute justement parce que vous avez dit des choses très intéressantes. Vous avez parlé justement de la bienveillance de votre personnel, de l'implication du personnel, de l'implication aussi au niveau des cours, de la variété des programmes. Et justement, c'était ma question. En fait, selon vous, qu'est-ce qui fait justement le succès de votre institution, en fait, au final? Donc, c'est avec plaisir qu'on vous écoute. D'accord. Donc, je vous dirais, premièrement, le Centre-Est est reconnu en province comme étant un, si pas le conseil le plus performant en province. Donc, puis c'est pas par hasard. Mhm. Euh, puis c'est pas d'hier non plus. C'est quelque chose, c'est une palme qu'on remporte régulièrement depuis des années, du fait qu'on a un personnel qui est très, très, très axé sur le rendement, le résultat de l'élève puis le bien-être de l'élève. Puis ça veut dire quoi concrètement en salle de classe? Ben, ça veut dire que on ne s'en tient pas seulement à livrer du contenu. On veut faire de nos élèves des penseurs critiques. On veut les mettre à défi. On veut les impliquer dans l'apprentissage. Puis pour faire ça, il faut que l'élève prenne place, une part à jouer dans son propre apprentissage. Puis pour faire ça, il faut que ton approche, ta pédagogie, soit montée de cette façon-là. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on forme notre personnel, lorsqu'on accompagne le coaching et tout en salle de classe, on s'assure qu'on part de ce que l'élève veut apprendre, puis on part de ses intérêts. Puis après ça, c'est comme ça que tu développes l'engagement, puis un engagement envers son but. L'enfant se fixe un objectif. Puis lorsque tu as un élève engagé, mais c'est sûr que tu vas avoir un élève qui va apprendre puis que ça va coller. Donc, un apprentissage plus durable. Puis, si je te vous dirais, notre personnel qui est très compétent, c'est la force. Tu sais, les gens, c'est la force de notre C'est conseil. vrai. On est quand même des gens qui voient au bien-être de tous les élèves, que ce soit un élève en difficulté ou pas. On prend l'élève où il est, puis on s'assure de l'amener là. Chaque élève peut apprendre. C'est un peu ça notre vision. Puis on les amène le plus loin qu'on peut les amener. Puis je vous dirais que on a quand même beaucoup d'appui aussi qu'on offre aux écoles du point de vue siège social. Le système aussi appuie beaucoup ces écoles dans tout ce qui est euh, la réduction des écarts de rendement. Avec la COVID aussi, on a mis beaucoup de programmes en place pour récupérer les apprentissages en lecture-écriture, notamment mathématiques. Donc, c'est vraiment axé sur l'apprentissage et je pense que c'est ça qui fait notre force. C'est très bien que vous le soulignez, en fait, puisque c'est vrai que l'implication du personnel, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, un personnel impliqué, voilà, c'est ce qui fait la force d'une institution, d'une entreprise au final, puisque elle a à cœur finalement le succès de son entreprise et des personnes qu'elle sert. Et on l'entend dans votre discours. Alors, vous êtes notamment spécialisé dans tout ce qui est la francophonie. Que représente en fait la langue française pour vous, justement? Ben, pour moi, personnellement, je veux dire, moi, je suis originaire du nord de l'Ontario, un petit village francophone près de Sturgeon Falls, Sudbury. Donc, pour moi, moi, j'ai grandi, j'ai grandi en français. Je suis fier de l'être. Mais la francophonie, pour moi, c'est une façon d'être et non pas seulement une langue. C'est une façon de vivre. J'en suis très fier. Puis, je vous dirais, quand on dit que c'est une façon de vivre, c'est pas seulement par le biais d'une langue ou d'un échange, mais surtout tout ce qui t'entoure dans la communauté. Donc, que ce soit, comme on parle aujourd'hui des auteurs, des textes, les écrivains, la musique, les échanges, le social. C'est ça qui fait en sorte on vit en français et non pas seulement on parle en français. C'est une culture, finalement. C'est une culture, c'est un ensemble, c'est une communauté. Et effectivement, chaque langue représente une culture.
et je partage cet avis. Alors, Nelson Mandela disait: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Alors, que pensez-vous justement en tant que surintendant du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est? Que pensez-vous de cette citation et quel est votre point de vue justement sur l'éducation dans la société actuelle, notamment en ce qui concerne l'alphabétisation et indirectement justement le soutien des nouvelles générations d'auteurs francophones, puisqu'on le sait, l'éducation ouvre des portes et notamment tout ce qui concerne l'écriture et la lecture en fait pour nos auteurs. Donc qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord avec la citation, même que je dirais que c'est pas seulement d'ouvrir les portes, mais c'est d'ouvrir aussi les yeux, Bien sûr. d'ouvrir les yeux vers le monde qui nous entoure. L'éducation nous permet, et en particulier la lecture, l'écriture, nous permet de connecter avec les autres qui nous entourent, de savoir ce qui se passe, de comprendre notre histoire, d'où on vient, de comprendre aussi les erreurs qui ont eu lieu par le passé. L'éducation aussi nous permet, puis surtout la lecture, je vous dirais, nous permet de développer aussi un sentiment de remise en question, puis de critiquer, pas seulement tout croire à première vue, mais de poser des questions, de devenir des lecteurs critiques. Puis, je pense que c'est un peu ça que de nos jours, on doit surtout miser parce qu'on le sait, là, on regarde ce qui se passe autour de nous tous les jours, puis on voit l'influence des articles qui paraissent dans les médias sociaux qui sont tout à fait erronés puis biaisés. Donc, de développer chez nos prochaines générations, d'avoir cet œil critique-là, cet esprit critique-là, puis de creuser, puis de poser des questions, puis d'aller voir la source du texte. Ça, c'est important. Puis, ça va plus loin que seulement l'alphabétisation. Ce que je vous dirais, c'est là que nous, notre travail en tant qu'éducation, système éducatif, c'est de développer ces compétences-là et non seulement d'apprendre à lire et écrire. Fait que je pense que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui sait lire, mais un bon lecteur à vie, c'est quelqu'un aussi qui sait comment poser des questions, puis remettre en question certains propos ou de développer des opinions, de devenir habile comme lecteur. C'est ça notre but, là, nous, dans le système d'éducation. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la citation de Mandela. On ne peut pas simplement vivre dans l'ignorance. On veut être ouvert vers le monde autour de nous, ce qui se passe. La mondialisation, c'est un fait. Quelle richesse de pouvoir être exposé à d'autres cultures, à d'autres idées. Puis, ça nous définit ensuite comme personne. C'est là qu'on vient à développer notre propre identité. Donc, je C'est vous vrai. dirais, la littératie, dans son sens plus large, nous permet de grandir comme personne, puis de devenir confiant comme personne en tant que consommateur de lecture. C'est vrai, finalement, c'est un peu apprendre à discerner. Vous l'avez dit tout à l'heure, une part de votre mission, c'est de créer des penseurs et pas simplement des personnes qui mémorisent. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence. Et j'aime beaucoup le fait que vous avez souligné de lire, mais de penser à ce que l'on lit, remettre en question. Et c'est vrai que tout ce que l'on lit n'est pas forcément vrai, mais peu importe en fait ce qui est vrai, ce qui est faux, mais en fait qu'on crée sa propre pensée et c'est très bien de le rappeler. Alors justement, vous parlez de littératie sur. Alors, je visitais le site du gouvernement pour avoir quelques chiffres justement, et on peut y retrouver des statistiques du taux d'analphabétisation des Canadiens. Alors, et plus d'un Canadien sur cinq se classe au niveau d'alphabétisation le plus bas. Alors, certes, ces données remontent au début des années 2000. Ceci dit, plus récemment, donc en 2021, des études ont été menées et au Canada, 48% des adultes ont de faibles compétences en littératie. Alors, je vais juste préciser pour nos auditeurs ce que ça signifie, c'est-à-dire que le niveau en fait d'alphabétisation est inférieur à celui qui est nécessaire en fait pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Et ceci a une influence, bien évidemment, sur la capacité à fonctionner au travail
et sur la vie personnelle, puisqu'après, voilà, si jamais on fonctionne moins, on le sait, dans la société, il y a un impact sur l'image personnelle. Voilà, on connaît un peu le système. Selon vous, comment lutter justement contre l'analphabétisation et surtout comment motiver, comment redonner envie aux jeunes générations, puis même aussi aux adultes en fait, parce que il n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Comment motiver tout le monde finalement à prendre plaisir à lire, à écrire, à s'éduquer et s'informer? Ouais. C'est un bon point. L'alphabétisation, c'est important pour la vie de tous les jours. Donc, de savoir lire, écrire, c'est important pour euh, fonctionner dans la société. Puis, je vous dirais, le système scolaire, ce qui fait, sa mission, c'est quand même plus large que ça. Mais je vous dirais que pour encourager l'alphabétisation, un des moyens qui, pour nous, fonctionne le mieux, c'est par le biais des enfants. On a des enfants qui adorent les livres, mais les parents sont peut-être moins à l'aise avec la lecture. Puis, dès un bas âge, si le parent et l'enfant prennent l'habitude de regarder des livres ensemble, tu sais, dès la naissance ou dès très un bas âge, c'est que ça permet aussi aux parents de partir puis de piquer l'intérêt de son enfant puis d'avoir des échanges sur que ce soit les images, que ce soit des idées clés du livre. Puis on peut l'apprendre ensemble, ça. J'ai vu des parents qui étaient moins habiles à lire développer grâce ils ont cheminé avec leur enfant dans l'apprentissage de la lecture. C'est tellement beau. Puis de voir aussi que l'enfant peut aider des fois maman, papa à se débrouiller avec un texte, puis d'avoir ces échanges-là riches. Je pense que c'est ça qui fait qu'on peut, nous, avoir une influence par le biais de l'enfant puis de la salle de classe chez les adultes. Le fait aussi qu'on a notre éducation permanente, notre école pour adultes, où on offre une variété de cours de langue pour tous les adultes, que ce soit des gens nouvellement arrivés au pays, que ce soit des Canadiens de souche. On a une variété de cours pour ces parents-là ou ces adultes-là, selon des horaires flexibles, justement pour les outiller, puis les permettre d'apprendre à lire, écrire, puis de fonctionner dans la vie, puis de décrocher des emplois. Au centre-est, la beauté, c'est qu'on a quand même un taux de diplomation de 94 chez nos élèves de 12e année, ce qui est parmi les plus hauts en province. Mais pour faire ça, il faut s'assurer qu'on ait tous les filets en place pour pas Oui, perdre, pas perdre les élèves en cours de route. c'est Parce vrai. que le décrochage est très faible chez nous, très, très, très faible. Mais la raison pour ça, c'est qu'on a du personnel puis des adultes dans les systèmes qui ne tolèrent pas qu'un élève décroche. On va tout faire pour les ramener, les appuyer, les aider. Mais l'éducation permanente fait la même chose pour les adultes. L'adulte qui veut apprendre va apprendre. On va y aller à leur rythme. C'est le respect de ce rythme-là qui fait en sorte que on vise du succès pour justement contrer ces statistiques-là que vous évoquez ce matin. Là. Fait que c'est notre mission, oui, système scolaire, mais dans un sens plus large aussi, les adultes aussi, on est capable de travailler avec eux et de leur offrir des options. Tu sais, ça fait partie de notre thématique cette année, c'est découvrons par nos passions. Si tu es capable de piquer la curiosité tant de l'enfant que de l'adulte par un texte, des images ou un article, ben c'est là qu'on ouvre le plancher puis qu'on commence à échanger puis avoir des bons échanges autour d'un sujet quelconque. Fait que c'est par la curiosité que ça se fait. C'est magnifique et merci beaucoup d'avoir précisé hein, comment est-ce qu'on peut justement redonner ou réveiller ce désir en fait qui parfois est enfoui. On ne le sait pas forcément, mais une fois qu'on présente, comme vous l'avez dit, un livre à la personne, on n'est pas obligé de savoir lire immédiatement. C'est vrai que beaucoup de personnes, euh, malheureusement, n'osent pas parce qu'elles
elles restent ancrées sur leur image de je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne peux pas aider. Et en fait, vous l'avez très bien dit, non, ne serait-ce que le fait de prendre un livre et de regarder les images, ça réveille quelque chose chez l'enfant et indirectement chez l'adulte. Alors, merci pour ça, parce que oui, tout le monde est capable dès qu'il veut et qu'il s'en donne les moyens. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser comment faire pour les adultes qui sont intéressés à participer à l'école en ligne pour adultes? Parce que je pense que c'est très intéressant pour nos auditeurs de le savoir. Oui, absolument. À l'Internet, vous pouvez appeler le numéro central au siège social. On va vous diriger vers l'éducation permanente. Mais l'école éducation permanente, CECCA, a tout de même son propre site web où est-ce qu'on peut s'inscrire. Mais si vous avez besoin d'aide à vous inscrire, vous n'avez qu'à communiquer avec nous au 613-744-2555, puis on va prendre soin de vous diriger vers les bonnes personnes. Merci beaucoup et on va laisser les informations dans la description pour que nos auditeurs puissent justement, que vous puissiez, vous qui nous regardez aujourd'hui, contacter l'école, l'institution et donc prendre les informations nécessaires pour vous aussi apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Monsieur Dubois, avez-vous un mot que vous aimeriez partager pour nos écrivains, nos talents et nos auditeurs en fait qui se préparent pour ce salon du livre d'Ottawa? Moi, j'ai bien hâte. Je serai moi-même présent samedi matin là, pour rencontrer les gens puis dire un petit mot de bienvenue. Mais j'ai très hâte de croiser les auteurs, d'apprendre à connaître la variété, puis les intérêts, puis les styles, les différents styles littéraires de gens qui seront là. Puis je pense que ça va nous permettre là, de voir l'éventail, puis le- le- à quel point on a du talent francophone euh, disponible ou qui nous entoure, même dans un milieu un peu plus minoritaire. Fait que de faire la promotion de ces auteurs-là, ça nous fait chaud au cœur, puis de découvrir de nouveaux, de nouvelles personnes, là, c'est ce que je souhaite qu'on puisse faire cette fin de semaine. C'est magnifique et on a des auteurs de qualité justement. Alors on a bien hâte aussi. Donc vous avez dit que vous serez présent le samedi matin, donc c'est le 27. Encore une fois, c'est cette semaine. Alors prenez vos rendez-vous, vous qui nous regardez, qui nous écoutez aujourd'hui, on vous attend nombreux. On a besoin de vous pour célébrer nos auteurs. Ils ont besoin de vous pour les supporter. C'est comme ça que la culture continue de vivre. Alors rendez-vous du 26 au 28 août au Parc Lansdowne à Ottawa. Un grand merci pour cette édition. Merci, Monsieur Dubois, d'avoir été présent avec nous et on se retrouve très bientôt. Au revoir.